Il est 19h16 et vous écoutez le Grand Journal du Soir sur Europe 1 avec François Claus. Au moment où les autorités chinoises publiaient leur bilan quotidien des ravages de l'épidémie, évoquant plus de 1500 décès maintenant dans le pays, il y a aussi cette déclaration du président chinois Xi Jinping qui a été publiée aujourd'hui alors qu'elle avait été enregistrée visiblement au début du mois de février. On s'interroge donc sur le sens de ce message, un message assez dur où le président appelle à de la stabilité sociale. Y aurait-il en Chine un vent de révolte et un virus autre que le corona qui atteindrait le pouvoir, celui de la contestation? Bonsoir François Godement, vous êtes historien, Bonsoir. Spécialiste de la Chine, conseiller Asie à l'Institut Montaigne. On voit depuis le début de l'épidémie que ce pouvoir chinois tente coûte que coûte de montrer qu'il gère parfaitement, et visiblement les choses ne sont pas aussi simples. Oui, je crois que l'attitude changeante du principal dirigeant de Xi Jinping le montre. Il a par exemple fait une apparition dans la banlieue de Pékin, on va dire empreinte de modestie et d'écoute, portant un masque et se faisant prendre sa propre température. C'est un gros changement par rapport à la propagande habituelle. Il a également, dans les tout derniers jours, reconnu que les systèmes d'alerte et de réponse à des crises épidémiques n'étaient pas au point en Chine et qu'il fallait les améliorer. C'est une forme d'autocritique du système. À côté de ça, il y a ces déclarations martiales, de déclaration de guerre à l'épidémie, de guerre du peuple, comme il dit, et des mesures extrêmement fermes qui sont prises pour contenir l'épidémie, isoler les gens les uns par rapport aux autres. Et il y a également ces décisions très politiques, puisqu'on a appris jeudi que les responsables locaux de la principale région touchée, le Hubei, avaient été tout simplement limogés. C'était logique. Ils ne sont peut-être pas les seuls responsables, mais il est certain que le retard entre début janvier et le 20 janvier à reconnaître la transmission d'humain à humain, le fait qu'ils aient tenu dans le centre de Wuhan un banquet de 40 000 personnes le 18 janvier, qui accroissait évidemment les risques de contagion, tout ça les désignait évidemment pour ce que j'appellerais la première purge. Et il y a en parallèle un mouvement, même si les réseaux sociaux sont évidemment très contrôlés, on rappelle que Facebook, Instagram sont totalement illégaux en Chine, mais qu'il y a des réseaux sociaux locaux. Il y a à la fois un grand contrôle de ces réseaux, mais on sent que ça frémit et qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dénoncer une mauvaise gestion du pouvoir et expression également d'une grande inquiétude. Oui, l'étincelle, ça a été, comme on sait, le décès d'un médecin de Wuhan qui avait été dans les tout premiers à révéler l'existence d'une épidémie mystérieuse et à être dénoncé pour cela publiquement, à être interpellé par la police même, et il est mort de ce virus. Ça a déclenché une tempête sur les médias sociaux sans précédent, des centaines de millions et peut-être jusqu'à 1,5 milliard de clics sur son nom. Très clairement, une forme d'opinion publique chinoise s'est manifestée à cette occasion. Le régime doit naviguer entre des mesures qui sont absolument nécessaires pour juguler l'épidémie, et donc pour cela il faut informer les gens et il faut qu'ils restent sur les médias sociaux puisqu'ils sont isolés, et la nécessité bien sûr de contenir des critiques trop fortes vis-à-vis du régime. On a vu que l'utilisation des réseaux sociaux par le régime qui visait finalement à protéger la population et à créer une sorte de bouclier était aussi utilisée pour contrôler cette population. C'est logique, ce sont les mêmes, et malheureusement c'est peut-être un des rares cas où il faut dire qu'un système de contrôle, de surveillance et d'identification des individus est probablement utile, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. On reconnaît internationalement que ces mesures d'isolement sont nécessaires, que le retard mis à les adopter, par exemple, pour la province du Hubei, qui, il faut le rappeler, pratiquement aussi peuplée que la France, à peu de choses près, a contribué à la propagation de l'épidémie, peut-être à la transformer dans ce qu'on appelle une pandémie, c'est-à-dire une épidémie avec des foyers multiples. Il y a eu également le cas de ce blogueur Shen Qiushi qui était du côté de Wuhan pour venir commenter un certain nombre de déficits, le manque de masques, notamment et les déficits des autorités. On n'a plus beaucoup de nouvelles de lui.
Non, c'est une disparition soi-disant et de source officieuse pour cause de mise en quarantaine. Mais les proches ont des doutes, effectivement, et ce type de disparition existe dans le droit d'interpellation et de détention existe dans le système chinois, jusqu'à 3 mois minimum. Et donc on peut s'interroger. Cela dit, je voudrais quand même souligner que la lutte contre l'épidémie n'est pas chose facile, que quand vous parlez de population de dizaines ou de centaines de millions d'habitants, les pénuries de masques, les pénuries de scaphandres étanches, de gants, de tests, de thermomètres, tout ça ne serait pas propre à la Chine. Oui, bien sûr. Et on avait même vu pénurie d'hôpitaux, puisqu'il y a eu cette mobilisation très très chinoise pour en 10 jours construire un hôpital supplémentaire à Wuhan, qui était également une opération évidemment de communication du pouvoir. Notre consoeur du Monde, Sylvie Kaufmann, cette semaine tentait un parallèle avec ses limites entre l'impact que Tchernobyl a eu sur le pouvoir d'un empire qui était en train de s'effondrer à l'époque, celui de l'Union soviétique et de Gorbatchev, à travers une catastrophe qui touchait les populations, une incapacité des autorités à gérer une situation sanitaire extrêmement grave. Est-ce que aujourd'hui le pouvoir chinois serait lui aussi menacé par une crise sanitaire très grave? Je pense qu'il serait menacé si cette pandémie devait durer, s'installer. Il est menacé ne serait-ce que parce que les mesures qu'il prend inhibent considérablement l'économie et par conséquent risquent de provoquer une crise économique et sociale en supplément, si j'ose dire. Je ne pense pas qu'il soit menacé actuellement pour les mesures qu'il prend pour juguler l'épidémie. Au contraire, je pense que les mesures qu'il prend depuis en gros le 20 janvier contribue en quelque sorte à rattraper le discrédit qui s'attache aux semaines précédentes. Et je crois qu'il faut faire très attention sur ce point parce que le problème que pose ce virus est réel. Les inconnus qui subsistent sur sa rapidité de diffusion, sur sa mortalité qui semble varier beaucoup, sur les signes de détection, tout ça n'est pas nécessairement à attribuer au pouvoir chinois. C'est un adversaire redoutable que ce virus. Et qu'on suivra évidemment sur Europe 1 et on l'espère avec vous. Merci pour vos commentaires toujours très éclairés sur la Chine. François Godemont, je rappelle que vous êtes le conseiller Asie à l'Institut Montaigne. Merci d'avoir été sur Europe 1 ce soir. Merci à vous.